va tout de suite avoir la table ronde, tout simplement avec nos experts qui étaient jusque là avec nous sur scène. Merci. Eh bien, on va rappeler Philippe Biwix, on va appeler également donc Sylvie Dugenais et François Lecourt, et on va parler impact donc de vos projets ou de vos pensées justement, ce que vous nous avez évoqué tout à l'heure. Donc déjà, première question là aussi, Philippe. Qu'est-ce que vous pouvez en dire quand vous voyez par exemple le projet Renault avec cette refactory ou ce projet Urban Loop? Est-ce que finalement de prime abord, voilà, on se dit allez ok, on est dans le mouvement et c'est quelque chose qui s'inscrit voilà, dans les impacts durables? Oui, j'ai pas fait le déplacement pour faire du project bashing. Donc, non, mais franchement, j'ai été assez interpellé dans les deux cas par l'envie et par le souci des dimensions environnementales, mais aussi des dimensions d'usage et des dimensions sociales, dans le cas de Renault. Alors, bon, comme ça, de prime abord, je trouve... Bon, c'est vrai qu'il y a un côté un peu fou dans l'Urban Loop. Il y a des arguments assez convaincants. Je crois beaucoup plus à ce type de projet-là, c'est-à-dire le découpage en paquets IP des passagers, et sans doute beaucoup plus facile, parce qu'il y a un peu des mêmes fantasmes dans la logistique. Il y a des gens qui parlent de faire un internet de la logistique et que en fait on n'optimise pas du tout les trajets des camions, les utilisations des hangars logistiques, etc. Donc il y a un peu ce fantasme de dire on n'a qu'à faire un internet physique de la logistique. Là j'y crois beaucoup moins pour plein de raisons. Je trouve que j'ai travaillé 10 ans dans la logistique, mais c'est vrai que pour les passagers il y a ce côté assez séduisant potentiel. Alors j'attendais la question du débit. Je suis impressionné par le 2000 par heure, mais effectivement bon, pourquoi pas, ça devrait en avoir, mais je pense que c'est la principale contrainte, c'est l'accès finalement à la station à l'heure de pointe, c'est de faire la queue quelque part comme aux stations de ski ou pas en attendant les petites navettes qui arrivent les unes derrière les autres, je ne sais pas. Je pense qu'il y a effectivement des questions de tests grandeur nature peut-être à réaliser, en tout cas c'est pas inintéressant, enfin, c'est assez interpellant. Et sur l'usine, moi je suis très branché, parce qu'évidemment à chaque fois qu'on peut réutiliser une pièce, je pense qu'on a un défaut historique dans notre monde et la voiture est à la pointe de ça, bien sûr, très robotisé, très automatisé, le plus possible pour avoir économisé du travail humain, pour faire des chaînes de montage, et on a mis un effort énorme sur la productivité de la chaîne de montage. Et le démontage, c'est le parent pauvre, dans lequel en fait on ne sait pas injecter de la main-d'œuvre, on ne sait pas injecter de l'expertise, de la connaissance. Donc essayer d'aller porter l'effort sur la chaîne de démontage pour maximiser le réemploi, maximiser la réutilisation, maximiser les taux de recyclage in fine en essayant effectivement de partir sur les bonnes filières, c'est très sympa, et on sent que vous avez à la fois les volumes potentiels et le côté industriel. C'est-à-dire que moi, je vois par exemple dans le secteur où je travaille maintenant, qui est le bâtiment, le réemploi, c'est le serpent de mer, et c'est terrible, parce que c'est chaque bâtiment dans lequel il faut essayer d'expertiser ce qu'on peut démonter, ce qu'on pourrait récupérer. On a des challenges évidemment réglementaires, mais pas avec des volumes qui permettent derrière de dire bah oui, c'est super cette menuiserie, je vais pouvoir la réutiliser. Des challenges économiques, parce qu'évidemment il faut beaucoup plus de main d'œuvre pour démonter que pour prendre une grosse pince et tout broyer. Et là, vous, en fait, on a l'impression que vous pouvez passer par-dessus ça, et donc passer par-dessus cette contrainte. Voilà. Alors, ce que ça donne envie de dire, moi j'ai 2 commentaires pour finir, c'est d'abord, est-ce que ça va, comment est-ce qu'on fait pour qu'un point de vue institutionnel, ça soit vraiment efficace et rentable, et donc des questions de TVA différenciée, des questions de taxes sur les matières premières neuves, pour booster d'un point de vue économique la capacité, la zone de chalandise de ce type d'action. Et puis la deuxième question qui est plus provoque, c'est est-ce que ça va de pair dans un plan stratégique global avec une réduction du nombre de voitures neuves ? Parce qu'effectivement, on peut dire qu'on amène toutes les voitures à 1 million de kilomètres. Franchement, effectivement, aujourd'hui, depuis que l'acier est galvanisé, il n'y a aucun problème à amener des voitures à 1 million de kilomètres si on remplace les pièces d'usure. Donc on peut le faire, mais on doit abattre la quantité de nouvelles voitures. Donc est-ce que ça met en danger Est-ce que cette expérimentation, quelque part, c'est les prémices d'un vrai virage de réduction globale des volumes à produire et à jeter, avec des remises en cause peut-être plus générales des business models, quoi. Alors la réponse d'abord, et puis ensuite David Carvalho, évidemment la réponse d'abord peut-être de Renault, voilà.
sur le projet. Et David Carvalho, oui, je me doutais qu'il allait y avoir des questions, mais du coup, je suis bien heureux de vous accueillir sur scène pour cette table ronde. Si vous avez la petite réponse, voilà, s'il vous plaît. La petite réponse à une question complexe, mais il est certain qu'on va se lancer dans de la rénovation, dans du démontage, si au bout il y a une rentabilité. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Ce qui est sûr, c'est que le curseur est amené à bouger. C'est-à-dire que tant le prix de la matière première que la taxation dont vous parliez sont des éléments qui vont nous amener le seuil de rentabilité plutôt que ce qu'on constate aujourd'hui. Après, à quelle vitesse, je suis un foutu de le dire. Après, le risque sur le volume dans notre industrie de l'automobile, je suis incapable de le prédire. Je suis désolé, je ne vais pas donner de réponse, mais il est vrai que le covoiturage, le fait de faire durer plus longtemps les voitures, ça veut dire que quelque part, on aura moins de voitures neuves à un moment donné à produire. Donc, vous n'a pas échappé qu'on essaye de remplacer ce business par plus de services intégrés autour de la voiture. Donc, on va plutôt fournir de plus en plus du kilomètre avec du multimodal ou des choses comme ça. Et c'est plutôt sur ce type de choses qu'on réfléchit. On a fait une Software République, donc un truc centré autour du software. Donc, il y a toute la problématique du service derrière. Donc, je vois comme ça l'évolution. Oui, réutiliser évidemment les véhicules déjà existants, même s'ils polluent un petit peu plus, c'est toujours mieux en termes d'utilisation, j'allais dire, de matières premières que de faire des nouveaux véhicules. Alors David, le point de vue à la fois sur Urban Loop, parce que moi je trouve qu'il y a des questions aussi qui se posent pour l'aménagement urbain, pas facile non plus de creuser des routes, etc. C'est un très beau projet. Et puis également, voilà, ce projet de Refactory. Mais ils m'ont pas entendu ce matin, donc ça va faire peut-être un peu drôle, non? Je sens. Ouais. Bon. Commençons par Urban Loop. Oui, tout à fait. Et puis prenons les pincettes quand même, parce que sinon nos amis de chez Renault ne reviendront plus. D'accord. Pour Urban Loop, toute stratégie qui vise à répondre à un problème par une solution produit dédiée, pour moi, est à côté de la plaque. C'est-à-dire que moi, ça me choque de prendre la tronçonneuse, de couper des arbres qui sont sur le puits carbone. C'est une technologie auquel on n'a pas accès, nous, en tant qu'humains. Donc déjà, de produire cette cicatrice dans la ville, c'est inacceptable. Ensuite, vous avez vu quand même dans l'infrastructure sur les images, vous avez du béton. Vous créez des cicatrices. Enfin, vous imaginez toute l'énergie, le béton, jusqu'à présent, que je sache, on n'y est pas du tout. Donc, vous voyez que le déni ou d'approcher une solution avec quelques mots-clés sans être conscient de la globalité, l'aspect systémique et la durabilité du projet, pour moi, elle est extrêmement critiquable. Alors, je comprends qu'il y a des organisations qui sont là pour faire la promotion. Je comprends bien aussi la stratégie de l'usine de Renault de Flins sur la dimension sociale et qu'il y a des pressions pour le rapport annuel pour avoir une belle littérature qui répond, pour avoir des éléments de langage qui répondent finalement à des attentes et à des réputations vis-à-vis de la marque et de l'entreprise. Mais je déplore le manque d'ambition, très sincèrement, de la part du groupe Renault. Moi, je vois une usine de Flins avec 2254 personnes. Je parle bien de personnes, pas d'école bleue. J'humanise cette dimension-là. Et pour moi, il faudrait le porter avec cette nouvelle logique à 3000, 4000, 6000. Ne pas uniquement dédier cette démarche à Renault, mais peut-être à l'ensemble des entreprises qui sont ouvertes aujourd'hui. Et de pouvoir aussi avoir une politique de conception des produits qui intègre complètement cette démarche pour pouvoir concevoir, pour être friendly en matière de démontage, mais aussi de collaborer avec d'autres industries, l'agriculture, d'autres formes de mobilité, des infrastructures urbaines, pour que dans le dessin des pièces, on prévoit déjà qu'il y ait une certaine universalité du composant à être intégré sur d'autres cycles de vie de produits. Moi, j'aurais été super heureux qu'une entreprise comme Renault fasse ça. Enfin, non, mais voilà, c'était aussi, non, mais tout à fait, une question que je voulais poser, c'était, voilà, est-ce qu'on peut le mettre à profit aussi pour d'autres entreprises, finalement? Est-ce qu'il va y avoir un partage, parce qu'on sait qu'on est dans un monde concurrentiel, mais là, il n'y a pas besoin de concurrence. La dernière chose, je parle
je suis un professionnel, j'ai été dans plusieurs entreprises, j'ai dû être à votre place pour représenter des marques, des industries. Je parle maintenant en tant que citoyen créatif, où la créativité doit être mise dans cette dimension-là. Je sais que la posture que vous avez aujourd'hui, vous représentez une entreprise, vous devez faire la promotion finalement et la stratégie de l'entreprise, mais je me place en tant que citoyen et j'interpelle l'entreprise et pas vous, je suis désolé, sur justement avoir un vrai projet, une vraie vision et d'une manière universelle pour créer les standards qui répondront aux attentes aujourd'hui d'un mode post-industriel. Cela dit, il y a quand même déjà, c'est une première aussi, donc il faut lancer la machine. Maintenant, j'entends entièrement, David, effectivement, ce qui se passe. Et puis, Jean-Philippe, j'aurais également un petit mot à vous demander sur cette intégration et ne pas couper les arbres. Mais voilà, est-ce qu'il y aurait des moyens de pouvoir un petit peu contourner ces problèmes, entre guillemets, environnementaux. Peut-être Renaud, un petit peu en réaction à ce qu'on a évoqué. Oui. Alors, merci beaucoup, parce qu'on a besoin d'entendre ça. Donc oui, moi je suis persuadée qu'on a besoin d'entendre des voix comme les vôtres pour pousser nos projets plus loin. On en est juste au début, François complétera ma réponse, on en est juste au début sur eFactory. Je pense que c'est emblématique de ce que Renaud veut véritablement faire. Je n'ai pas du tout là le sentiment d'être dans une posture et je me sens pour le coup sur ce projet beaucoup plus alignée que ce que j'ai été précédemment dans mon parcours professionnel avec mes propres valeurs et ce que j'ai envie de porter. Ça, c'est le premier point. Juste factuellement, alors vous avez tout à fait raison, les effectifs auxquels je me suis arrêtée visent 2025, on vise au moins 3000 personnes à 2030 et évidemment, on sera ravis de faire beaucoup plus. Je n'ai pas suffisamment insisté sur l'ouverture au territoire et à l'écosystème, aux partenaires avec lesquels nous commençons à travailler, mais on en est au début, c'est compliqué pour nous d'en parler déjà, notamment en termes d'emploi. Mais oui, c'est en marche. Alors après, il y a une partie de risque. Est-ce que véritablement on va réussir ? Voilà. Oui, alors vous n'avez pas tort. Non, je vais faire juste écho à ce que tu as dit. Merci, moi ça me va bien. On essaye de porter la plus grande ambition qu'on est capable d'entrevoir. Il y a un sujet qui est important, la standardisation, la modularité, vous avez dans le design, ça c'est super important. On balbutie, on a une marge de progrès énorme. Je pense qu'on en est conscient, on a beaucoup de mal à faire bouger les lignes parce que c'est gros, Renault, etc. Alors l'avantage de ces petits projets-là, qui fonctionnent comme le disait Sylvie en mode agile, c'est qu'on peut les piquer là où ça fait mal. Et comme c'est le patron de la boutique qui a impulsé le truc, on a un peu de poids avec nous. Voilà, je ne dis pas qu'on y va assez vite, mais donc moi je souscris assez à vos remarques. Et, limite, je vous inviterai à venir voir notre projet dans son ensemble en un peu plus d'un quart d'heure et que vous nous donniez des petits coups de pied là pour qu'on voit plus loin. Parce que des fois, on a besoin on a du mal à se projeter vraiment hors du cadre sur le jusqu'où on pourrait aller. On essaye d'être ouvert, on essaye de faire du partenariat. Alors, je ne raconte pas, on n'avait jamais fait ça chez Renault, donc ça pique un peu. Mais du coup, ça résonne bien tout ce que vous dites, vraiment, sincèrement. Et Jean-Philippe, alors en visio, c'est le projet, en effet, on le connaît bien, évidemment. On sait que les petites capsules sont bien développées et que c'est un beau projet scolaire. Maintenant, c'est vrai que la critique, elle peut s'entendre aussi sur l'impact sur les villes et la bétonisation grandissante. Est-ce que ça, on a pris cette dimension en compte ou pas ? Vous m'entendez déjà ? Oui. Ah, excellent. Alors, j'ai pas pu tout entendre, mais j'ai entendu de Monsieur Carvalho, je crois en vert, c'est bien ça, sur un problème de béton. Alors, je tiens à préciser que ce qui a motivé initialement cette conception qui initialement était étudiante, c'était vraiment d'être écologique avec une mesure d'impact de tout ce qui est utilisé. Donc, nous utilisons un minimum de matériaux. Donc, c'est pour ça qu'on a une voie qui est hyper simple. On est sur un matériel recyclable qui est l'acier. Donc, on n'utilise a priori pas de béton, sauf dans des cas très particuliers qui sont ce que je vous ai montré tout à l'heure, des passages à niveau où on peut faire autre chose que du béton, c'est pas un problème, mais c'est vraiment des blocs extrêmement fins pour passer sous la route. Et le but, c'est de pas de bétonner en fait la ville, c'est au contraire
de ne pas perméabiliser les sols en faisant des routes et de la bétonisation. Et c'est le cas du projet de corridor écologique où on dit, voilà, on va faire une piste cyclable, une piste piétonne, tout en pouvant desservir avec un coût d'investissement qui soit hyper faible et hyper respectueux de l'environnement et un coût d'exploitation qui soit à long terme le plus optimal. Donc ça, c'est la réponse que je peux donner. Et la deuxième question, c'était... voilà, je voulais vraiment répondre là-dessus parce que c'est la première fois qu'on était attaqué sur un truc. Enfin, je pense qu'il y avait On parle d'impact ici. D'impact écologique. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est de mettre ça en mesure, en lien avec tous les trajets de voitures qui sont gagnés. C'est-à-dire que nous, le but, c'est aujourd'hui, les gens, ils brûlent du pétrole sous les fenêtres de nos enfants dans les rues, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut combattre. Et donc, l'impact écologique, c'est à chaque fois qu'on a un coût d'investissement d'une infrastructure qui est publique, qui est commune, qui est partagée par toutes et tous, qui est minimal en termes de coût, puisqu'on optimise la voie, on optimise le temps. Et derrière, sur 40 ans, si vous regardez ce que ça peut faire économiser en termes d'émissions de CO2, par exemple, en termes de véhicules économisés, en termes d'exclure les voitures des centres-villes, c'est... je ne vais pas vous faire le calcul là, mais il n'y a pas photo, quoi. C'est ultime. La vraie difficulté, en fait, c'est le techno-discernement. Enfin, j'imagine, Philippe, est-ce qu'on utilise des matériaux recyclés, etc. C'est peut-être là-dessus que vous vouliez... Ouais, non, mais je voulais réagir. J'ai trouvé plus ultra que moi, c'est cool, on se recontacte. C'est peut-être parce que... Alors moi, je parle à la fois avec ma casquette et sans ma casquette. Enfin, je assume complètement mes positions d'auteur et on essaye de les appliquer aussi au sein de l'entreprise avec des limites qui sont l'écosystème, des partenaires, de la réglementation, des clients, des fournisseurs. Et Dieu sait que c'est pas facile. Donc c'est un espèce de débat très général sur les petits pas, le Big Bang. Là, le petit pas est un peu plus qu'un petit pas. Mais je pense pas que ça soit trop dans le greenwashing et le... Enfin, en tout cas, j'ai pas perçu ça. C'est pour ça que... C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, ça doit être encore un peu le cas, je sais pas, où il y avait ces rapports en développement durable en papier glacé, là, et puis à la page 47, on expliquait que dans l'usine Tartampion, on avait installé un récupérateur d'eau de pluie dans le hall 3B, et que c'était quand même super. Oui, et c'était pas que chez Renault. Et c'était pas que chez Renault, c'était chez plein d'autres qui fabriquent du ciment, il y a plein de trucs. Donc j'ai l'impression que ce temps-là est quand même en train de passer. D'abord parce que on s'est un peu tous développés collectivement sur les notions de critères justement d'environnement et de la mesure de ce qu'il y a à faire pour effectivement se réinscrire dans la limite planétaire. Et aussi parce que je pense qu'il va y avoir besoin de plus en plus de sincérité. Renault, c'est un nid d'écolos en fait. J'exagère un peu, mais il y en a plein, des ingénieurs qui en fait sont un peu fans de boîtes de vitesse et de motorisation et je sais pas quoi, mais qui aujourd'hui sont torturés. Et cette dissonance cognitive, on la vit tous, alors plus ou moins grande échelle. Peut-être chez Monsanto, c'est plus dur à vivre qu'ailleurs, je ne sais pas, mais encore que. Voilà, donc vous couperez au montage. Bien sûr, vu qu'on est en direct. Je ne veux pas perdre du temps en plus dans des prétoires. Mais voilà, donc je pense qu'il y a besoin maintenant d'une réelle sincérité, des dirigeants, d'une réelle sincérité de tous les acteurs de la chaîne. Et que sinon, de toute manière, vous perdrez les compétences, vous perdrez les gens qui iront faire de la permaculture en Ardèche ou autre chose, ou des micro-bagnoles ailleurs, ou des vélos électriques. Donc de toute façon, ça va être nécessaire. Est-ce que là, il y a la dose suffisante de sincérité ? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? J'en sais rien. Est-ce que ça ne devrait pas être adossé à une stratégie globale d'entreprise qui dit, moi je sors de la bagnole neuve, je sors de la grosse bagnole, je sors du SUV, même si c'est là que je fais des marges, je sors des marchés asiatiques, que sais-je. Enfin, il y a 1000 trucs qui pourraient être quelque part faits sur le mode est-ce que je fais harakiri ou pas. Et en face, il y a des questions d'emploi aussi. Voilà, mais c'est tout ça la question. Et pour revenir sur la question d'Urban Loop, je suis 100% d'accord avec toi sur la question de dire ça ne peut pas être des solutions techniques qui répondent à un problème, c'est forcément socio-technique, donc c'est aussi à travers les usages. Est-ce que ça ouvre ? Alors, j'espère effectivement que vous avez fait des calculs de kilowattheure par passager, kilomètre, mais c'est aussi, il y a aussi les kilowattheures et le carbone gris, évidemment, c'est-à-dire que telle infrastructure ayant mobilisé telle quantité de béton, enfin de ciment, de granulats et autres, qu'est-ce que ça donne ramené au kilomètre passager, puisque c'est vraiment évidemment tout ça la question dans l'infrastructure. Mais aujourd'hui, quand SNCF Réseau fait une ligne grande vitesse, ils font ce calcul-là inclus carbone gris. Est-ce que c'est plus ou moins bien fait ? J'en sais rien, mais c'est quand même le cas. Et Hyperloop, c'est ça peut-être qui disqualifie, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc j'espère que ça s'est fait. Mais la vraie question derrière, c'est effectivement, est-ce que ça va remplacer les trajets de voiture ?
C'est là que c'est pas du tout clair. Est-ce que ça va pas plutôt s'empiler? Est-ce que je vais pas avoir plutôt des cyclistes qui l'emploieront les jours de pluie parce que je suis protégé sur une partie du trajet? Alors, on voit par exemple que dans les villes, je ne sais pas si Le Mans fait partie, mais qui a assumé la gratuité des transports en commun, le phénomène de report modal n'est pas si clair. Il y a du report modal de cyclistes, il y a du report modal ponctuel, il y a du report modal de piétons. Il n'y a pas, on ne constate pas tant que ça, me semble-t-il, du report modal de voitures. Pour différentes raisons, ça nous emmènerait trop loin. Et je pense que c'est ça, en fait, la question, c'est qu'on empile des dispositifs technologiques. Celui-là est peut-être intéressant parce qu'il semble plus doux que toute une série d'autres dispositifs technologiques, on est d'accord. Il y a aussi des questions de... Alors, on est dans un monde qui vit le numérique et le tout automatique, parce que le travail humain coûte cher, celui qui sert à démonter les pièces de la future usine de Flins. Mais si vous regardez le début du siècle, du XXe siècle, il y a un siècle, qu'est-ce que c'était un tramway? Un tramway, c'était un truc qui faisait moins de l'équivalent d'une voiture d'un tramway d'aujourd'hui. Il y en avait toutes les 30 secondes qui passaient. Il ne s'arrêtait pas en montée. Il n'était pas 50 km/h. Hein, mais on montait dedans et on descendait à la volée. Regardez les vieux films. Regardez les gens s'accrocher à la barre et s'embrasser comme les trains qui partaient. Et il y avait plein de petits tramways qui ramenaient du poisson, qui ramenaient des fruits et légumes, qui emmenaient la poudrette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est enfin les excrétas de la ville qui les ramenaient vers les champs, dans un sens, dans un autre, qui transportaient à la fois des marchandises et des personnes, et avec un mode doux qui collait avec des charrettes, les premières Ford T et les piétons. Bon, pourquoi ça marchait et pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui de faire ces petits tramways? Alors, j'entends qu'on pourrait faire des moins de 25 tonnes à l'essieu, ça permet d'économiser un peu de béton sur la voie, mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce qu'en fait, on ne peut pas se payer un conducteur pour des tout petits tramways. C'est juste une sorte du prix de la main-d'œuvre, du prix du travail humain, du coût du travail humain. Ça fait un peu MEDEF de dire ça, c'est pas du tout ça. Et par rapport à la consommation de matière et la consommation de ressources. Les ressources ne valent rien, le carbone ne vaut rien, et le travail humain vaut tout. Et ça oriente nos choix technologiques de manière délirante. Cela dit, sur des projets comme Urban Loop, on n'a pas justement ce côté humain, chauffeur, etc. Parce qu'il y a le microprocesseur, évidemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'avais une question, justement, on parlait de projets scolaires. Est-ce que ça pourrait pas, d'ores et déjà, au lieu d'être dans une ville, j'en sais rien, je pose une question, hein, dans les campus? Parce que moi, j'ai celui de Saclay en tête. C'est pas possible de rejoindre le campus si on n'a pas de voiture. Quand il est 23h, il n'y a plus de bus, enfin, il n'y a plus rien. Est-ce que ça pourrait pas déjà être une piste? C'est pas une piste, c'est une solution, puisque on travaille sur ce projet actuellement entre un hôpital et le campus qui est de l'autre côté. Et donc, c'est la fac de médecine, en gros, avec beaucoup de trajets. Donc là, on est sur des boucles d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres. Et il se trouve que c'est triste, mais pour faire 1,5 kilomètre, en fait, les gens utilisent leur voiture aujourd'hui. Donc, typiquement, de placer une petite boucle, ça sera un petit train, entre guillemets, léger, qui va permettre de desservir ça sans problème. Alors, ce projet, il est plus scolaire hein, depuis 2019, hein, puisqu'on est une société par action simplifiée. On a déjà fait 3 levées de fonds. Voilà, aujourd'hui, c'est 10 CDI plein temps qui travaillent et on est en train de faire notre 3e levée de fonds. L'idée était initialement scolaire. C'est venu de l'intelligence collective de tous ces jeunes passionnés par la technique, passionnés par l'écologie, passionnés par l'envie de faire changer les choses. Et aujourd'hui, voilà, on en a embauché certains et on avance sur ce projet. D'accord. Bon, ça au moins, c'est beaucoup plus clair, mais merci pour ces précisions. Mais on est là aussi justement pour partager tout ça. J'avais une question moi sur l'usine, justement, la Refactory. Est-ce que le fait de recycler les humains, justement, c'est pas positif dans le sens où David l'entendait? On change le monde. Finalement, ces cols bleus, comme on les a dit, ces humains, ben, ils ont enfin de la confiance, quoi, finalement. On a envie de les faire évoluer. C'est aussi ça qui a aidé à la naissance de ce projet? Est-ce que ça fait partie en termes de RH, justement, de pouvoir faire monter en compétence ces profils? Il y a au moins 2 parties de réponse. La première, c'est bien sûr que c'est ce qui a prévalu au fait de conduire le projet de cette manière, et c'est le courage qu'on est quand même obligé de saluer puisqu'on est les premiers à le faire, à se dire qu'on va s'engager là-dessus. Et je vous le redis, c'est un engagement qui est vraiment suivi.
il y a quand même encore une part de risque, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de notre atterrissage en 2025. Je suis prudente sur la question. Et je suis tout aussi prudente dans ma réponse sur la deuxième partie. Les collaborateurs de l'usine, ils ne l'ont pas du tout vu comme un projet mirifique qui allait leur assurer l'avenir de leur emploi. Pas du tout. Ils ont commencé par se dire on nous en fume. En gros, on nous vend ça, mais dans 3 ans, on ferme le site. Bah oui, c'était ça, hein, qui était la vraie vie, c'est quand même ça. Ça fait partie des impacts, hein, c'est aussi la réticence, l'acceptation. Enfin. La réticence, l'acceptation, il y a quand même un salaire à la fin du mois qui tombe depuis un certain nombre d'années en plus avec des compétences qu'on a acquises dans un métier dont on comprend que, 1, il va sauter, et 2, que si potentiellement l'usine elle disparaît, il va falloir trouver un emploi, alors qualifié, on ne sait pas exactement, dans un bassin d'emploi qui n'est pas non plus extrêmement porteur, en tous les cas sur ces métiers-là et sur toute la filière. On en discutait tout à l'heure avec Vincent. Voilà, c'est toute la filière transport et en tous les cas automobile qui est visée. Donc l'usine progressivement, alors je viens plus loin quand même, progressivement l'usine est effectivement beaucoup plus embarquée dans le projet. On constate aujourd'hui que, mais aussi parce que nous avons réalisé 150 des premiers recrutements qu'on devait faire là, donc depuis le début de l'année, les 150 premières personnes sont passées depuis l'usine vers Factory VO. Factory VO a démarré, tout le monde a vu que concrètement c'était en œuvre, en place, et c'est ça qui parle. Voilà, il va falloir poursuivre, on a encore beaucoup d'efforts. Voilà, donc c'est pas seulement, c'est le développement durable, tout est merveilleux. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais maintenant, et pardon d'avoir parlé col blanc, col bleu, c'est effectivement pas forcément une distinction très heureuse. Mais en tous les cas, l'ensemble des personnes, on se rend bien compte qu'il y en a au moins 50% qui est embarqué. Et après, il y a des fonds d'inquiétude. Tant que les postes ne sont pas réellement proposés, il y a forcément des gens qui se poseront des questions, c'est normal. Oui, ça, évidemment, de toute façon, voilà, quand on fait un nouveau projet et quand on met un nouveau projet en place, c'est pas forcément simple. Philippe, je regarde l'heure, j'ai l'impression que je vais devoir vous libérer. David, est-ce qu'on a une autre réflexion justement après avoir entendu les réponses? Merci Philippe Biwix et bon train. Merci. Je suis super fan de Philippe, mais je l'ai trouvé un peu timoré aujourd'hui, du coup. Il est parti, c'est bon, on peut le critiquer. Je voudrais souligner, je profite qu'on est ici, et je ne sais pas si vous avez fait un tour en bas, mais j'ai rencontré ce matin un gamin, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, assimilé à col bleu, je comprends qu'on a des éléments de langage en entreprise complètement désensibilisés, on rentre dans une culture et on ne se rend plus compte. Mais il a du génie. Enfin, dire, avec son moyen, il est dans une usine qui fabrique des batteries, il côtoie des batteries tous les jours, il rentre chez lui et il fabrique un vélo électrique qui donne des sensations incroyables avec des bouts de bois, quoi. C'est du bois marine et il le fait. Le gamin qu'on a vu ce matin avec les rollers, enfin, c'est tout bonnement incroyable. C'est une personne en rentrant chez lui. Vous imaginez l'énergie créative, la vision, la motivation. Enfin, Et eux, c'est pas difficile. Ils le font. Et ils n'ont pas besoin d'un patron, d'un manager, d'une organisation, d'un business plan, de tout ça. Donc je pense que on l'a vu aussi avec les Gilets jaunes. On a vu finalement un mouvement démocratique avec des propositions hyper structurées. Il y a un génie dans ce pays qu'il faut utiliser. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des rôles, dans des entreprises, qui sont complètement encamisolés, on va dire, qui doivent essayer de faire avec un système qui est complètement finalement congestionné, qui n'offre plus finalement de liberté d'action. L'agilité, ça fait bien longtemps qu'ils ne l'ont plus, avec des relations qui sont de plus en plus compliquées dans les entreprises, avec les mouvements, tout ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est ce que j'ai vécu, non pas dans une entreprise, mais dans quatre industries différentes. Et j'ai le constat aujourd'hui qu'il faut tendre la main à ces énergies, ces événements comme celui-là, et les intégrer et leur donner le pouvoir de pouvoir rayonner dans l'entreprise, d'être communicatif dans cette énergie créative et leur donner les moyens, et peu de moyens, des moyens locaux, pour pouvoir s'étendre et de polliniser finalement cet esprit-là.
un petit peu comme Jean-Philippe Mangeot le disait, justement, plus on décompose finalement, plus on fait en petite échelle, plus on est réactif en fait. Donc c'est peut-être la solution aussi. En termes d'énergie, on sait qu'il n'y a pas une énergie, il n'y a pas que l'énergie électrique, il y a aussi voilà, le biocarburant, on a aussi l'énergie solaire, enfin bon bref, on a tout. Et donc là, c'est peut-être ça aussi le secret, parce que je pense que oui, cette inertie quand on a des grands groupes, elle est quasiment inévitable. Il faut intégrer la situation d'urgence. Je pense que quand on a le temps, on prend certaines décisions. Quand on n'a plus le temps, on en prend d'autres. Je veux dire, quand j'ai mon enfant en face de moi qui a un comportement inadapté, je lui dis pas « évolue dans ton comportement ». Je lui dis « change d'attitude ». Voilà, et je pense qu'il faut qu'on change d'attitude. Et si nos patrons n'ont pas l'audace de le faire, il faut créer un moyen de pouvoir le faire de toute façon, parce qu'on n'a plus le temps. Est-ce que ce projet, Renaud, et ça va être la conclusion, pourrait être exporté justement avec d'autres entreprises? Parce qu'on l'avait évoqué tout à l'heure, ça pourrait, je sais que j'anticipe déjà, mais on est dans les impacts, et pour avoir de l'impact, il faut qu'on ait beaucoup de participants justement à ça. Ce qui est clair, c'est qu'on discute avec plein d'autres entreprises, des petites, des moyennes, des grandes. Dans le domaine où je travaille un peu là sur le Riemann, on discute avec Valeo, on discute avec Bosch, on discute avec Borg-Warner, dans l'idée justement de globaliser. Et puis on se rend compte qu'ils peuvent avoir des idées, des savoir-faire complémentaires, de faire des synergies. Voilà, donc on est dans cette logique-là. Pour les sujets plus innovants, on va se tourner vers des plus petites structures type start-up qui peuvent nous faire des petits sauts plus rapides, plus agiles. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. De toute façon, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, pas suffisamment de temps. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'on a essayé d'évoquer, et je voulais pas évidemment qu'on reparte tous fâchés, mais c'est important d'évoquer aussi les sujets. C'est l'objectif de X-Mobility, c'est vraiment d'aller donc confronter les différents points de vue. Et donc Jean-Philippe Mangeot, c'est un très beau projet, mais voilà, il y a aussi des questions qui peuvent se poser sur Urban Loop. On est aussi en droit de poser des questions, voilà, sur le projet Refactory. Donc voilà, je pense que c'était important. Et puis malheureusement, je sais qu'il y avait beaucoup de questions peut-être, mais on a été emporté par l'élan. En tout cas, rassurez-vous, on va très bien. C'était très sympa. Merci pour vos questions. Mais j'aimerais bien qu'on puisse prolonger. Voilà. Moi aussi, mais on n'a pas le temps. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Philippe Biwix, député CEO AREP. Jean-Philippe Mangeot, donc directeur de projet Urban Loop, merci beaucoup en visio. Sylvie Dugenais, François Lecourt et donc David Carvalho pour cette table ronde.